Isabelle? Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous, déjà. Je m'appelle donc Isabelle Simonetto. De formation, je suis docteur en neurosciences et je suis plus particulièrement, alors je crois qu'il y a du son à Oui, l'arrière. oui, est-ce que Voilà. vous pouvez tous couper, s'il vous plaît, vos micros? C'est bon pour tout le monde? Ouais, là, c'est bon, je crois. Voilà. Donc de formation, je suis docteur en neurosciences et j'ai commencé, en fait, j'ai fait ma thèse au CNRS dans un laboratoire de neurobiologie du comportement. Et ensuite, je spécialisée dans la mémoire et j'ai continué à l'hôpital de la Timone à Marseille, à l'Institut de la maladie d'Alzheimer. On est loin de l'agilité, mais on est quand même dans le domaine du comportement et de comment l'impact sur la mémoire va transformer le comportement de l'individu. Alors je ne sais pas, Leïla, si vous voulez faire un peu un lien ou je démarre tout de suite? Non, mais je peux très bien expliquer le pourquoi de l'agilité. Il y a 2 ans et demi, on a fait une formation de coach professionnel, donc Issam, Tadja et Maïlis qui est présente. Et effectivement, un mémoire, ils nous ont demandé un mémoire sur les neurosciences. Et depuis, voilà, on est férus de neurosciences. Pourquoi? Parce que effectivement, ça a un lien énorme et ça apporte des réponses et des solutions sur toutes les notions de teamwork, donc comment les équipes ou les coéquipiers peuvent travailler ensemble. Et donc, les neurosciences ont déjà des réponses par rapport à ça. Et au niveau de l'agile, comme on parle de l'équipe comme étant un corps et un individu à part entière, donc c'est intéressant d'avoir des clés de lecture scientifiques pour pouvoir nous aider à la fin de coach manager, pour pouvoir justement accompagner les équipes qu'ils produisent et qu'ils soient dans un environnement safe et qu'ils puissent effectivement apporter la performance attendue. Donc voilà, juste D'accord. pourquoi on vous a demandé d'intervenir. D'accord, très bien. Donc, je vais démarrer, je vais partager mon écran. Leïla, vous me confirmez que Ouais, c'est bon? Voilà. ouais, très bien. Bien, donc neurosciences et agilité. Alors, qu'est-ce que moi je peux en dire en fonction de ma spécialité? Donc, je me suis fixé en fait deux objectifs pour cette intervention. Premier objectif, être agile, c'est quoi pour la neurobiologiste que je suis, hein? Donc, quand le cerveau change, qu'est-ce qu'il se passe? Et pour qu'il change, est-ce qu'il y a des ingrédients, des prérequis? Voilà, donc c'est ce que on va les faire un voyage dans le cerveau, dans cet organe qui, moi, me passionne, hein, et qui a une particularité, c'est qu'il est, en termes de comportement, hein, c'est que cette masse d'1,350 kg consomme énormément d'énergie, hein, 25 de vos ressources en oxygène et 20 de vos ressources en glucose, ce qui conduit à une adaptation de l'espèce humaine, pardon. Et cette adaptation, elle se traduit en termes d'économie d'énergie, c'est-à-dire que la priorité de notre cerveau, quand il agit avec une priorité, faire des économies d'énergie. Donc, quand on travaille sur l'humain dans son environnement professionnel, en comment on peut être agile, comment une équipe elle peut évoluer, il faut garder à l'esprit cette réalité neurophysiologique, hein. C'est qu'on fait en sorte de dépenser le moins d'énergie possible. Alors, on va balayer un peu, je souhaitais balayer avec vous les grands principes des neurosciences et de ce que ça peut nous apporter justement pour comprendre l'homme au travail. Et l'écran que vous avez devant vous, il est noir et en fait, c'est tout à fait normal. Et je pense que quand on fait des neurosciences, cet écran noir, eh beh, c'est la chose la plus importante à comprendre. Alors évidemment, c'est un petit clin d'œil, mais en fait, la réalité physique de notre cerveau, c'est qu'actuellement, notre cerveau, à nous tous, il est plongé dans le noir. C'est-à-dire que notre cerveau est dans une boîte crânienne qui est parfaitement étanche à la lumière et dans notre cerveau ne pénètre de l'extérieur aucun son, aucune lumière, aucune couleur. Notre cerveau, il est alimenté par, nos 5 sens. Je parle de l'extérieur, hein. Le Hum. monde intérieur, c'est encore totalement autre chose, hein. Mais notre cerveau, il est alimenté par nos 5 sens et ces 5 sens, ils vont projeter à l'intérieur ou via nos capteurs,
des impulsions électriques, hein, des courants électriques de ce qu'on appelle l'influx nerveux. Et ces courants électriques, pour ceux qui sont un peu, voilà, qui connaissent un peu la physique ou l'électricité, c'est du 110 millivolts, hein, c'est des variations de potentiel de 110 millivolts, c'est du picoampère, 10 puissance moins 12 ampères. Et chaque seconde, notre cerveau, il est alimenté par 100 millions de milliards, à minima, d'impulsions électriques. Donc, évidemment, c'est un flot d'informations incroyables et nous sommes conscients d'une toute petite partie, ce sur quoi nous sommes concentrés. Par exemple, en ce moment, votre cerveau va traiter tout un tas d'informations en mode automatique dans une zone dédiée du cerveau. Et par exemple, en ce moment, vous traitez des informations dont vous n'avez pas conscience, qui proviennent de votre petit doigt gauche. Voilà. Maintenant, vous les sentez, ces informations. Mais juste avant que je vous en parle, vous n'étiez pas conscient de ce traitement de votre cerveau. Alors, une fois voilà, le cerveau, c'est des impulsions électriques, donc la question c'est comment le cerveau, alors je vous la pose d'ailleurs cette question, hein, et comment le cerveau il fait pour donner du sens à des impulsions électriques. Puisqu'en fait, ce n'est pas la réalité qui pénètre notre cerveau. Ce qui pénètre notre cerveau, ce ne sont que des impulsions électriques. Donc, comment fait notre cerveau pour donner du sens à cela? Est-ce que vous avez une petite idée? Alors, vous pouvez chatter. Oui, n'hésitez pas à répondre et je lirai au fur et à mesure vos réponses, à Isabelle. Voilà, donc Leïla fera le lien, parce que moi, je n'ai pas vos réponses en direct. Donc, est-ce que vous avez une idée? Il y a des réponses, Leïla, qui arrivent? Non, pas pour le moment. Alors, comment, je répète ma question. Ouais. Alors, j'insiste en général assez lourdement au départ pour vous, pour Donc vous faire Karim, ouais, participer. Karim parle Alors, de neurotransmetteurs. les neurotransmetteurs, c'est ce qui va permettre de transmettre l'information électrique d'un neurone à l'autre. Mais ce n'est pas ce qui va nous permettre de décoder l'information. Donc il active la mémoire. Chris nous dit qu'il active la mémoire. Voilà, alors en fait, c'est la mémoire, effectivement, il a raison, c'est la mémoire, notre mémoire, qui va nous permettre de décoder l'information électrique. Sans mémoire, nous devenons incapables d'agir sur notre monde. Donc c'est une construction d'images, analogie, interprétation et référentiel. Alors, c'est une construction, oui, c'est une construction par rapport absolument à un contexte et à une mémorisation des informations. Alors, alors moi, j'appelle ça le décodeur. La mémoire, c'est le décodeur. Quelle forme il a? Eh ben, en fait, il est formé de nos 100 milliards de neurones, hein. On vient au monde avec 100 milliards de neurones. Et ça, c'est l'état initial quand on vient au monde en tant que nourrisson. Et chaque fois qu'on va apprendre quelque chose, qu'on va découvrir quelque chose, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde personnel, on va activer des réseaux de neurones et on va créer de nouvelles connexions. Et ça, c'est vrai, quel que soit l'âge. C'est-à-dire qu'à la fin de la visioconférence, si certains d'entre vous ont appris des choses, si je vous ai intéressé, vous allez avoir déjà des modifications physico-chimiques qui vont apparaître au niveau du cerveau. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous vivez, tout ce que vous apprenez impacte quasiment instantanément l'organisation de votre cerveau. Pour peu que vous soyez attentif et concentré, que ça vous intéresse. Après, il y a des ingrédients. Ça, c'est le deuxième objectif, hein, dont on parlait dans mes objectifs initiaux. Donc, en fait, notre cerveau, c'est l'organe le moins stable du corps, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est une sorte de pâte à modeler. Chaque fois que vous que vous faites quelque chose, vous modifiez potentiellement votre cerveau. Alors, on va se câbler. Donc, chaque expérience de vie va nous câbler. Et donc, on va recevoir des impulsions électriques à récepteurs égaux, hein. Par exemple, voilà, on va imaginer qu'on a tous une audition normale dans la norme chez l'espèce humaine. On va recevoir des informations au niveau de l'oreille qui vont se transformer en flux électrique via le nerf auditif. Et ce flux électrique, il va aller soit dans un ensemble très peu câblé, soit dans un ensemble très câblé. Soit la personne elle aura beaucoup appris, soit elle n'aura pas beaucoup appris. Alors ça donne quoi concrètement? Il y a 2 jours, c'était la Saint-Valentin, et peut-être qu'on vous a offert un parfum ou que vous avez offert un parfum à quelqu'un.
Et ce parfum, il a été choisi. Et donc, la personne, peut-être que vous avez choisi votre parfum juste en vous disant: Ça sent bon». Et puis, le vendeur ou la vendeuse vous a dit: «Oui, c'est un bon choix, il y a de la rose», et cetera. Et si ce même parfum, vous le faites humer à un parfumeur expérimenté, au plus grand parfumeur de la planète, il va pouvoir vous dire que dans ce parfum, il y a de la rose, il y a du jasmin, il y a une touche de ceci, une touche de cela. Et en fait, il va vous donner le nom du parfum uniquement au nez. Et on se dit: «C'est normal, c'est un nez». Eh bien, en réalité, entre le nez du parfumeur le plus expérimenté au monde et le vôtre, il n'y a aucune différence. Vous avez le même nez. Ce qui est différent, c'est le câblage. Nous, nous sommes câblés si nous ne sommes pas expérimentés comme en haut, c'est-à-dire très peu câblés. Le parfumeur expérimenté, il est câblé comme en bas. Il a une capacité de discrimination qui est beaucoup plus importante et qui est inhérente non pas à son nez, mais à la richesse de son câblage. Comment fait-on pour passer du câblage haut au câblage du bas? Eh bien, c'est l'apprentissage, c'est la formation, c'est aussi les ingrédients dont on parlera un tout petit peu plus tard. Alors, ça c'est vrai, cette propriété, elle est vraie pour le nez, mais elle est vraie également pour nos 5 sens, hein. C'est vrai pour le parfumeur, mais si je vous fais entendre un son, par exemple, hein, alors je vérifie sur mon ordinateur si je suis au bon endroit, oui. Si je vous fais écouter ce son, par exemple, qu'est-ce que vous avez entendu? Oh Karim, tu n'as pas le droit de répondre. Il y a quelqu'un qui a dit: «Chasse d'eau». Une chasse d'eau, Eau qui oui, coule, voilà. de l'eau qui coule, oui, quoi d'autre? Un moteur, Un moteur. Alors vous voyez un déjà, plongeur, un plongeur. Donc vous voyez déjà, on a 4 réponses qui sont complètement différentes et machine à pourtant moudre du café. pardon? Machine à moudre du café. Machine à moudre du café. Donc vous voyez à quel point c'est différent d'une personne à l'autre et pourtant on a bien reçu les mêmes impulsions électriques. Si je fais écouter ce son à un acousticien, donc c'est-à-dire quelqu'un qui travaille, dans les sous-marins et qui on appelle ça, les oreilles d'or, il va nous dire que c'est un bateau, de commerce, qu'il est à 30 minutes au-dessus avant d'arriver au-dessus du sous-marin, que c'est un moteur 3 pales et que sur une des pales, il y a un trou. On lui a pas changé les oreilles, il est beaucoup plus câblé. C'est exactement la même chose pour, la perception visuelle, hein. Le médecin radiologue, on ne lui a pas changé les yeux, hein. Il est expérimenté et il voit des choses que nous ne sommes pas capables de voir. Il est devenu beaucoup plus précis dans sa discrimination parce qu'il s'est câblé et évidemment l'exemple, pour moi, roi, c'est le braille. Je vous donne un livre écrit en braille, vous sentez que c'est rugueux. Je donne ce livre à quelqu'un qui a appris à lire le braille, un monde va s'ouvrir à lui et peut-être que la personne va lire le roman le plus merveilleux de sa vie. C'est-à-dire que et il a les mêmes doigts que vous, hein, on ne lui a pas changé les doigts, on ne lui a pas mis des doigts plus performants. C'est-à-dire que la même réalité, elle est soit quelque chose de très grossier, soit quelque chose d'absolument extraordinaire avec des milliards d'informations. Eh bien, ce qu'il faut se dire, c'est que ça, c'est vrai pour toutes les informations. Quand vous vivez dans une équipe en entreprise, il faut savoir que chacun va avoir sa propre perception et que chaque personne ne va percevoir que ce qu'elle a appris à percevoir. Et en fait, nous sommes chacun uniques, comme tout le monde. Et donc, on va se rappeler de cette propriété parce qu'après, on va voir quelles sont les incidences en termes de travail en équipe, hein, au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est une des premières propriétés. Est-ce qu'il y a des questions, Leïla, par rapport à cette première propriété? Moi, j'avais une question. Est-ce qu'on est tous égaux, face à l'apprentissage et il y en a d'autres? Alors, ça, c'est un peu le débat éternel, c'est-à-dire que les différences interindividuelles, elles commencent, dès le ventre de la mère, hein, dès la grossesse, dès la conception, puisqu'on va vivre des choses, dès que le cerveau est formé, on va vivre des choses en tant que fœtus, puis en tant qu'embryon, puis en tant que fœtus. Et donc, alors s'il n'y a pas d'événement majeur,
graves qui vont perturber le physique, on s'accorde pour dire qu'on a un potentiel qui obéit à la courbe de Gauss, hein, c'est-à-dire que 95% de la population a le même potentiel. Alors après, il y a toujours les 2,5% à gauche et les 2,5% à droite qui ont des capacités hors normes pour des raisons ou génétiques ou d'anomalies, entre guillemets. Donc, mais 95% de la population obéit à la loi normale, donc on a le même potentiel. Après, Donc, est-ce qu'on même au pour dé devenir footballeur? Je pose la question parce que voilà. alors pour devenir footballeur, non, parce que là, on n'est pas sur des capacités cognitives, on est sur D'accord, des capacités physiques. OK. Et les capacités cognitives sont très, très peu déterminées par la génétique, alors que cognitives, pardon, hein, les capacités cognitives sont très peu déterminées par la génétique, alors que les capacités physiques le OK. sont extrêmement. OK. J'ai une deuxième question. Les émotions sont-elles donc construites plutôt que pré-câblées? Alors les émotions, en fait, il y a 2 réponses. Dans les émotions, alors si on prend les travaux de Paul Ekman, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur les émotions, il a répertorié, Paul Ekman, 3 000 émotions différentes, hein, sur la planète. Et donc, sur ces 3 000 émotions, on s'accorde, alors les chercheurs ne sont pas tous d'accord, mais on s'accorde pour dire qu'il y a 6 ou 7 Oui, émotions qui sont définies de manière génétique. C'est-à-dire qu'un bébé qui naît, si vous lui présentez de la nourriture en faisant ouh la grimace comme ça, le bébé, je vous mets au défi de lui faire avaler ce qu'il y a dans la petite cuillère. C'est-à-dire que la notion de dégoût, il va la capter, ou la notion de colère, ou la notion de… C'est des choses qui sont pré-câblées dans le cerveau, dans notre cerveau limbique. OK. Donc, 6 ou 7, selon les chercheurs, émotions pré-câblées. Tout le reste, c'est du culturel. Donc, la même expression va dans une ethnie être de la joie ou de la colère, par exemple, hein. Il y a eu des études là-dessus. OK, D'autres donc questions, Leïla, c'est bon? ouais, j'en ai une on a quand même des c'est plus une remarque ou voilà, une question aussi. On a quand même des variations individuelles de sensibilité aux stimuli. Alors oui, oui, bien sûr, il y a on a toujours pareil, la courbe de Gauss, hein, c'est-à-dire la norme pour la vision, c'est 10/10. Il y a des gens qui ont plus de 10. L'audition, c'est pareil, on a la norme et puis on a des gens qui ont un spectre un peu plus large au niveau voilà, de leur bande passante, hein. Donc c'est, effectivement, on a des petites variabilités. Mais, ça reste l'exception. Et ces variabilités qui vont parfois présenter un avantage, si elles ne sont pas exploitées ou si elles ne rencontrent pas un environnement propice, elles vont passer totalement inaperçues. En fait, il y a des chercheurs qui disent, et moi je m'inscris un peu dans cette logique-là, c'est qu'on a un potentiel absolument incroyable. Et en fait, ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas être tous des génies, hein. OK. Voilà. Donc, Donc il y a Jean-Yves qui parle des travaux de Lisa Feldman-Barrett. oui. Donc il dit: «Quid des travaux de Lisa Feldman-Barrett?» Donc je ne sais pas dans quel, contexte le n'hésite pas Jean-Yves à réagir, hein, si, Alors, voilà, vous pouvez même ouvrir, si c'est possible, vous pouvez même ouvrir votre micro, je ne sais oui, pas c'est ce que les j'allais dire. C'est pour ça que je lui disais, Oui, qu'il est ouais. merci, merci Leïla. C'est les travaux d'Isa Feldman-Barrett, c'est elle montre que la théorie des émotions construites est réelle. En fait, elle est en train de travailler autour de ça et ça bouge beaucoup les neuroscientifiques et tous les gens qui travaillent sur les émotions parce qu'effectivement, elle montre que les émotions sont en grande majorité construites. Oui, Voilà, absolument. OK, voilà. Absolument, C'est juste ça. absolument. OK. Alors elle, Merci. c'est intéressant parce il y a beaucoup de conférences d'elle en ligne, hein, très intéressantes. Bon, c'est Oui, une c'est vrai. leader en la matière, hein. Donc c'est une référence en la matière, hein. Et son dernier livre est considéré comme un livre majeur Oui. autour de ça. Moi, OK. je me suis beaucoup inspirée quand j'ai eu à travailler sur les émotions, je me suis beaucoup inspirée de son travail. OK. Merci pour l'info.
Voilà, donc ça, c'est la première propriété. Je ne perçois que ce que j'ai appris à percevoir. Donc ça, on le garde de côté pour ensuite, c'est quoi une équipe agile, hein. Mm. Deuxième propriété du cerveau, c'est je suis sélectif quand je suis concentré. C'est-à-dire que on ne perçoit jamais la totalité de son environnement. Et dès que nous nous concentrons sur quelque chose, et on est toujours concentré sur quelque chose, hein, surtout maintenant, surtout au XXIe siècle, hein, on a très peu l'occasion d'avoir une attention flottante, hein, comme on pouvait avoir quand on attendait le train, parce que maintenant, quand on n'a rien à faire, eh ben, on est sur notre portable. Donc, on est en train de textoter, donc on est toujours concentré sur quelque chose. Et en fait, pour se concentrer, on doit inhiber tous les signaux qui nous entourent. Ça veut dire que quand vous êtes dans une équipe et que quelqu'un est concentré sur quelque chose, pour se concentrer, il doit impérativement inhiber. Alors ça, c'est une découverte du XXIe siècle. La concentration, en réalité, c'est de l'inhibition. Et quand on n'arrive pas à se concentrer, en fait, c'est pas qu'on n'arrive pas à aller vers la cible, c'est qu'on n'arrive pas à éteindre les signaux parasites, entre guillemets. Donc, par définition, la concentration nous rend aveugles et sourds. Donc, plus vous êtes concentré sur un projet, sur une idée, moins vous percevez l'environnement. Alors après, avec tous les effets pervers que cela peut avoir, les effets tunnels, les effets de persévération, tous les biais cognitifs que cela va engendrer, hein, et qui vont aller parfois contre justement une certaine agilité, si on ne connaît pas ce fonctionnement-là. Parce que si on le connaît, il y a des moyens d'en sortir. Voilà, donc en fait, si on zoome encore un peu plus dans le cerveau, si je prends 3 neurones, hein, qui fonctionnent ensemble, quand vous êtes concentré sur une voie A, eh bien, par définition, vous inhibez la voie B. Donc le cerveau ne peut pas tout capter, voilà. Et quand on est en mode projet sur une activité, eh bien, si on a 10 cerveaux qui se focalisent sur la même chose, on n'a pas 10 cerveaux, en fait, on n'en a qu'un qui est concentré sur une chose et qui devient à ce moment-là, le groupe devient aveugle et sourd à s'il n'y a pas une organisation particulière qui permet de sortir les gens de cette sélectivité. Ou de dire: «Toi, tu vas regarder là, voilà. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus d'entreprises, qui créent des équipes les plus pluridisciplinaires possibles pour qu'il n'y ait pas un faisceau de convergence vers un seul point, hein. Alors ça doit vous parler, hein, Leïla, je pense, hein? Oui, oui, à tous les effectivement, on fait l'agilité. Notre objectif, c'est de former des équipes, multicompétentes. Voilà, Et c'est c'est ça ça. aussi qui ouvre et notre objectif aussi, c'est ce qu'on appelle des X-Teams, c'est-à-dire on les pousse à aller chercher à l'extérieur, Voilà, à ne pas se couper, du monde en étant juste, une équipe, intra, donc à discuter entre eux. On les pousse aussi à aller chercher à l'extérieur et à créer des relations et des connexions avec l'extérieur. voilà, c'est ça. Donc je suis sélective quand je suis concentrée et je suis également sélective quand je suis habituée. C'est-à-dire que quand vous êtes, dans une situation nouvelle, quand quelqu'un arrive dans une entreprise, il n'est pas habitué à l'environnement. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les neurones détecteurs de nouveautés qui sont là pour, capter la nouveauté. Là, il y a des enfants qui sont venus nous tenir compagnie. Eh bien, quand on est dans une situation nouvelle, alors typiquement quand on prend un poste, quand on arrive en entreprise, nos neurones détecteurs de nouveautés vont extrêmement être actifs, générer de l'information, transmettre de l'information. Alors on va, à côté de ça, consommer énormément d'énergie évidemment, mais on va percevoir son environnement. Mais dès que l'environnement devient habituel, ces neurones détecteurs de nouveautés cesse de transmettre l'information puisque l'information a déjà été traitée. Donc l'avantage, c'est que nous faisons des économies d'énergie. L'inconvénient, c'est que nous devenons imperméables à cet environnement qui est devenu habituel et donc on perd de plus en plus d'informations. Même si derrière, parce que dans l'agilité, nous, on a des rituels, par exemple les rétrospectifs. Notre objectif, après une itération, donc en général, c'est 2 semaines, les équipes s'arrêtent, 1 heure ou 2 heures pour pouvoir,
analyser ce qu'ils ont fait sur cette itération-là et proposer justement de l'amélioration continue. Donc, notre objectif, c'est de les sortir. Est-ce que vous pensez que, parce qu'ils restent entre eux, à force, ils vont plus voir voilà, des améliorations intéressantes, parce que nous, notre objectif, c'est de le faire entre équipes. Voilà, je voudrais vraiment une Alors, explication là-dessus. alors, en fait, alors déjà, le bon réflexe, effectivement, c'est de faire des temps d'arrêt pour sortir notre cerveau de cette habitude. Mais effectivement, il y a des entreprises qui font ça, non pas pour l'agilité, mais par exemple pour la fiabilité, la sûreté, la sécurité, qui est un domaine dans lequel je travaille beaucoup, où on va faire venir quelqu'un d'un autre service, un naïf en fait, qui va regarder. Alors on va revenir sur cette notion-là. Parce que le risque, même si on est en attitude interrogative, c'est qu'au bout d'un moment, l'ensemble des cerveaux va devenir un organisme, si vous voulez. Parce qu'il y a un câblage commun qui se fait. Et le risque, c'est qu'on tende vers une uniformisation de la pensée. J'ai une question de Chris qui pose, voilà, est-ce que l'inconscient prend le relais quand on est en situation habituelle? Donc, Alors, faire quand on construit sans s'en rendre compte. Alors nous, on ne parle pas d'inconscient en neurobiologie, parce qu'on n'est pas, c'est plutôt du langage des psychologues et des psychiatres. Nous, on va parler de subconscient. Et le subconscient, alors ça peut paraître voilà, une question de discours, mais en fait, pour les neurobiologistes, on a une zone du cerveau qui s'appelle les noyaux gris centraux, donc qui est une zone très spécifique, bien connue, et qui gère les automatismes, tous les automatismes, qui fait que vous vous retrouvez garé devant chez vous sans savoir comment vous êtes arrivé, garé en voiture devant chez vous. Donc voilà, donc effectivement, quand on fonctionne toujours avec les mêmes personnes, on va plutôt fonctionner avec ce que Kahneman appelle le système 1. Moi, Oui. j'appelle ça voilà, parce qu'on n'a pas tout à fait la même terminologie, mais peu importe la terminologie. Mais en fait, c'est le mode automatique, le mode où on va faire des économies d'énergie et où on va pouvoir travailler de manière fluide sans dépenser une énergie colossale. Mm. Et donc, qui est un mode très, très intéressant, parce que si vous n'avez pas de mode automatique, vous ne pouvez pas marcher en pensant à autre chose, vous ne pouvez pas conduire pendant 200 km, parce que au bout de 50 km, vous êtes mort de fatigue. Mm. Ok, j'ai une question de Tadja. À partir de combien de temps on considère que c'est une situation habituelle? Comment détecter qu'on est en situation justement habituelle? Alors, ça peut être la deuxième fois. Ça peut être la deuxième fois, par exemple, quand vous venez sur un lieu, quand vous revenez sur un lieu, on sait que les neurones détecteurs de nouveautés se transmettent peu l'information. Après, sur des activités complexes qui mettent en œuvre énormément le cortex préfrontal, ça peut mettre beaucoup plus de temps, mais en fait, ça dépend complètement. Il y a des gens des chercheurs qui ont essayé d'évaluer un peu le temps d'automatisation, et c'est allé sur des processus un peu complexes, c'est allé de 21 jours, ces fameux 21 jours dont on a entendu parler partout, à 236 jours, je crois. Donc, il y a une variabilité très, très importante. Ça dépend de la tâche, ça dépend des individus, ça dépend des sens impliqués, etc., etc. Donc, Hugo nous dit que Batson, que je ne connais pas, et l'apprentissage, la redondance commence dès la deuxième fois. Oui, oui, oui. Sur certains aspects, oui, oui. Alors, Ok. l'apprentissage, oui, là, on est dans l'habituation. L'habituation, c'est encore un autre phénomène. Mais sur l'apprentissage, oui, dès que vous refaites quelque chose, par définition, vous initiez un apprentissage. Alors, il n'est Ok. pas forcément opérationnel, mais en tout cas, il est initié. Donc ça, c'est la deuxième propriété. Et la troisième propriété, elle est illustrée par quelque chose, le Damé d'Aldelson, que beaucoup de gens connaissent. Donc, c'est le fait que notre cerveau n'est que de l'interprétation. Par exemple, ce damier, vous voyez la case A ici qui est très foncée et la case B qui est beaucoup plus claire. Vous voyez tous ça. La case A est beaucoup plus foncée que la case B. Et pourtant, la réalité, c'est que la case A et la case B sont strictement identiques. Donc, si je reviens en arrière, vous avez toujours le même phénomène. Pardon.
Et si j'avance, vous avez à nouveau la case A et la case B qui sont similaires. Si vous vous amusez à imprimer ce damier, à découper la case A et la case B, et à inverser la case A et la case B, vous mettez la case A à la place de la case B et réciproquement. Vous allez avoir la case A qui va devenir claire et la case B qui va devenir foncée. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre cerveau, ce n'est pas un damier qui arrive, ce n'est pas des cases grises ou des cases foncées ou un cylindre vert. Ce qui arrive dans notre cerveau, ce ne sont que des courants électriques. Ces signaux électriques, ils arrivent selon un certain pattern, on appelle ça le contexte. Il y a un pattern, c'est-à-dire qu'il y a un flux à une certaine fréquence qui arrive dans un lieu donné, en 3D, dans un espace en 3D. Et on va comparer cette stimulation à ce que nous avons en mémoire. Et donc, de cette opération, nous allons déduire que A est différent de B. Donc, dans 99% des cas, on déduit correctement. Mais il y a certains moments où quand on fait des erreurs de contexte, par exemple, alors bien sûr aussi quand on fait des erreurs de mémoire, mais parfois les mêmes stimulations dans un contexte différent, quand vous vivez, quand vous vous trompez, ça va, il n'y a pas de souci. Quand vous vous trompez sur le contexte, vous pouvez faire une opération mentale dont le résultat est à l'opposé de la réalité. Voilà. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, c'est juste pour que vous touchiez du doigt ces trois propriétés. La priorité du cerveau, faire des économies. Première propriété, je ne perçois que ce que j'ai appris à percevoir. Deuxième propriété, je suis sélectif et quand je suis concentré et quand je suis habitué. Troisième propriété, je suis interprétatif. Je ne fais qu'interpréter des signaux. Pour le cerveau, il n'y a aucune réalité. Il y a des courants électriques qui arrivent et qui vont être réinterprétés, qui vont être interprétés, pas réinterprétés, interprétés en fonction d'un contexte et de ce que nous avons mémorisé. Et on a vu que ce qu'on mémorise, c'est extrêmement différent d'une personne à l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait la synthèse de ces trois propriétés? On a une réalité, et on va dire aujourd'hui que cette réalité, c'est le monde du travail, c'est un service dans une entreprise. Ça va être le service comptable, le service RH, le service R&D. On a ce service-là. On a vu que chacun était unique. Donc, vous avez votre collègue qui perçoit une partie de l'environnement avec son câblage, avec ses affinités, etc. Ce avec quoi il est câblé. Ce collègue, il va peut-être évoluer, il a peut-être moins d'ancienneté que vous, moins d'expérience, et il va acquérir de l'expérience, et en acquérant de l'expérience, il va augmenter son champ de vision. Mais évidemment, on ne peut pas tout percevoir, personne n'est omniscient. Il y a ce que vous percevez, vous, qui va chevaucher ou pas ce que votre collègue perçoit. Il y a alors parfois, il y a des interprétations erronées. C'est-à-dire que vous avez vu tous que la case A et la case B étaient différentes, pourtant elles sont pareilles. Donc des fois, on voit des choses ou on perçoit des choses qui sont hors cadre, qui sont hors de la réalité si on se trompe sur le contexte. Et on peut tous se tromper, et il y a plein d'exemples comme ça, il y a plein de Rex, où les gens se sont tous trompés sur l'analyse d'un contexte et ils ont fait tous la même erreur. Ils étaient à côté de la réalité. Et puis, vous avez une personne d'un autre métier perçoit. Donc, si vous recrutez 10 personnes qui sortent exactement de la même école, qui ont été paramétrées de la même manière, câblées de la même manière, vous allez avoir, si vous avez 10 personnes, vous allez avoir 10 carrés qui se superposent dans un coin du rectangle. Et vous allez avoir 60% de la réalité qui ne va pas être couverte. Pour travailler ensemble, pour être agile, il va falloir comprendre ces différences individuelles et puis il va falloir créer des équipes agiles en prenant en compte ces réalités physiologiques. Moi, je parle vraiment juste au niveau neurobiologie. Je ne parle pas de tout le reste. C'est un sujet qu'on peut aborder de 1000 façons différentes, l'agilité. Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir potentialiser ces différences qui sont en fait une richesse pour l'entreprise, évidemment. Donc,
pour que ces équipes travaillent ensemble de manière pertinente dans l'agilité, il va falloir quand même qu'il y ait un référentiel commun, des codes communs, parce que sinon, vous ne vous comprenez pas, hein. Chacun est dans sa réalité et en fait, il y a pas de superposition, il y a pas de tuilage et donc on se regarde, voilà, avec un gros point d'interrogation en disant: «Mais je ne comprends pas ce qu'il fait, quoi». Donc il faut un code commun. Un code commun, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite des objectifs communs précis. Alors c'est pareil, on pourrait y passer, plusieurs heures sur des objectifs communs précis. Parce qu'il y a des objectifs qui sont, on a toujours l'impression que nos objectifs sont précis. Mais en fait, ils le sont souvent que pour nous, hein. Donc comment on fait pour définir un objectif commun précis pour se mettre d'accord sur ces, alors ça aussi, c'est tout un champ, hein, on peut passer des mois là-dessus, hein, c'est tout un sujet. Et puis, alors ça, c'est vraiment la base, je dirais, la plus logique. Mais il va falloir aussi à un moment donné que ce collègue-là, qui est en vert ici sur la diapo, soit en capacité d'aller interroger la réalité de l'autre. Qu'est-ce qui va me permettre d'aller interroger la capacité de l'autre, à votre avis? Comment je peux faire et à quoi ça va me servir d'aller interroger la réalité de l'autre? C'est-à-dire que, imaginons que je sois la personne en vert, je suis câblée d'une certaine façon, par exemple, je suis neurobiologiste, et je dois aller vers quelqu'un qui est complètement câblé différemment de moi. Comment je vais faire pour comprendre ce qui se passe dans son cerveau? Il y a 2 personnes qui ont parlé d'empathie, Oui, une empathie, troisième d'écoute, oui, absolument. Oui, questionnement, questionnement, exactement, on est complètement dans le sujet. en étant curieux, Voilà, c'est ça, c'est l'écoute, c'est la reformulation, c'est la prise de recul, sortir de prise de son recul. modè de son modèle, de mon modèle, voilà. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas: «Mais pourquoi il pense ça? Il est complètement idiot». C'est: j'ouvre le crâne de la personne, voilà, je veux savoir pourquoi cette personne-là, elle ne perçoit pas la même chose que moi. Donc il y a qu'une attitude possible, hein, logique, c'est d'ouvrir, comme si on ouvrait un peu la boîte crânienne, et comme on ne peut pas l'ouvrir la boîte crânienne, et ben, en fait, on va être dans le questionnement, dans la reformulation, si j'ai bien compris et cetera. Parce que ça ne veut pas dire que je vais être d'accord avec l'autre, hein. Ce n'est pas une attitude, béni oui oui, je vais accepter tout le monde, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein. Ce n'est pas ça la problématique. La problématique, c'est que si je comprends comment l'autre fonctionne et qu'est-ce qui l'a amené à penser ça, c'est comme si j'avais la vision de son réseau de neurones, de la construction de son réseau de neurones. Donc d'une part, je vais pouvoir le comprendre, je vais pouvoir éventuellement agir dessus, et si son câblage est pertinent, ça veut dire que moi, alors là je suis en rose, ça veut dire que moi j'ai une petite probabilité d'augmenter mon champ. C'est-à-dire que quand j'écoute l'autre, on parle d'écoute active, hein, par exemple de Rogers, et cetera. Quand j'écoute, quand je reformule, en réalité, qu'est-ce qui se passe? En réalité, j'apprends, et si j'apprends, je change mon cerveau physiquement. C'est-à-dire que je passe peut-être d'un endroit où il y a 1 million de connexions à un endroit où il y en aura 2 millions. C'est-à-dire que je vais accéder à un monde qui n'existe pas pour le moment pour moi, mais qui est un monde neurologique, hein, qui est voilà, j'enrichis mon câblage. Donc c'est très pratico-pratique, hein. C'est très matérialiste, hein, ce que je vous raconte, hein. Et puis, il manque un quatrième ingrédient, vous l'avez vu apparaître tout à l'heure, c'est l'œil extérieur. Alors Leïla, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'on peut toujours, par des réitérations, pouvoir réinterroger justement l'habitude, et cetera? Parfois, c'est difficile quand on est trop dans le même bain, et c'est pour ça que cet œil extérieur, il est parfois vraiment très, très important. Alors, par exemple, il y a beaucoup d'organisations, par exemple dans les centrales nucléaires, la patrouille de France, enfin, dans l'aéronautique, où pendant l'activité, il y a un regard extérieur qui ne fait rien, entre guillemets. Alors, c'est très difficile à tenir cette position parce qu'on ne doit pas intervenir. Parce que si on intervient, on va faire comme les autres, on va se focaliser sur l'activité. Et donc, si on se focalise, par définition, on devient aveugle et sourd à tout le reste, puisque se concentrer, c'est inhiber. Donc, il faut tenir la position haute sans s'impliquer dans l'action, parce que sinon, on ne sert plus à rien, on rentre dans le groupe.
Et c'est une position qu'on ne peut pas tenir pendant des heures. Donc, en fait, par exemple, si vous prenez les contrôleurs aériens, ils vont tourner toutes les 2 heures, ils vont changer de poste pour ne pas, voilà. Et puis, c'est aussi aller chercher quelqu'un dans un autre service et lui dire: «Bah, tiens, aujourd'hui, est-ce que tu peux pas venir nous observer?» Leïla, il y avait une question? C'est plutôt des remarques. Donc, on parle beaucoup d'agilistes. Voilà, donc Jean-Yves qui dit qu'effectivement, toutes les entreprises qui embauchent des agilistes, tous formés à SAFe et qui ne voient que via cette seule vérité, donc SAFe, ça n'ouvre pas sur des horizons différents. Mmh. Voilà, c'est plus des remarques. Et effectivement, j'ai trouvé intéressant quelqu'un qui disait que ça serait intéressant d'avoir des anthropologues éventuellement dans les entreprises parce que voilà, œil externe, voilà. Bien sûr, alors c'est le cas, hein. Il y a Mm. les grandes sociétés, les grandes entreprises qui embauchent des anthropologues, des sociologues, absolument, absolument. Et ils sont là justement pour avoir cette position. Ok. Alors peut-être qu'il y a des gens, voilà, qui participent au meet-up qui ont des exemples comme ça, hein, où leur société a recruté des gens qui avaient des profils totalement différents des profils habituels. Ou au contraire, par exemple, j'ai été interrogée par des sociétés, alors moi, c'est surtout la qualité, la fiabilité, hein, sur lesquelles je travaille, mais où par exemple, ils avaient leur service de R&D qui était complètement à l'arrêt. Pourtant, ils recrutaient les gens les plus brillants, Brillant. voilà, les plus brillants. Mais ça marchait plus parce qu'en fait, ils recrutaient, ben, des personnes, les mêmes personnes, en fait. Il y a quelqu'un qui a parlé de clone hein, à un moment donné. Voilà, c'est ça, c'est ça. Des clones, exactement. Donc, il y a Christophe Guerreman qui parle de la conférence de Massy, Oui, MACY. Voilà. oui. Christophe, est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, bah, rapidement, Ouais. c'est des conférences qui ont eu lieu dans les années 40, 50 et qui effectivement réunissaient, c'est pour ça que ça m'y fait penser, des anthropologues, des psychologues, des physiciens, enfin tout un tas de gens de disciplines extrêmement différentes et qui ont justement abouti à, sans connaître, sans avoir moyen à l'époque d'observer le cerveau, au constructivisme, à la cybernétique et à toutes ces choses qui ont nourri l'agilité derrière. Donc, C'est ça. par justement ce brassage d'idées et d'engueulades et de désaccords et Ah de oui. visions différentes du monde. Mmh. Et je pense que le sujet, effectivement, quand on veut créer aujourd'hui en tant que coach des équipes agiles, etc., on va essayer vraiment de chercher le consensus, si ce n'est pas le consentement. Mais effectivement, cette période où les gens ne sont pas d'accord, et Tuckman le dit très clairement, elle est enrichissante aussi. Il ne faut pas toujours aller chercher effectivement l'accord de tout le monde, voilà, le consentement, parce que derrière, on peut intérieurement se dire, bah, ce n'est pas la bonne solution, mais pour éviter éventuellement les conflits ou pour éviter juste que je donne un feedback différent des autres, je vais rentrer dans la masse. Il y a Mmh. aussi cette envie aussi de ressembler à tout le monde qui est très pesante au niveau des entreprises. Mmh. Et c'est vrai que le mouvement vers l'autre, hein, ce mouvement-là, hein, qui est représenté ici par la flèche sur l'écoute, la posture, c'est, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un temps de silence intérieur, mais il y a plein de raisons neurologiques à ça, hein. C'est-à-dire que si je prends pas ce temps d'arrêt pour essayer de comprendre comment l'autre il est câblé, je ne peux pas avancer, quoi. Il y a rien qui va se passer. Alors après, si je comprends qui se passe dans son cerveau, après je peux ne pas être d'accord, hein, et je peux effectivement rentrer mais il faut un temps de silence et je pense que ce temps de silence, il est possible si on a conscience vraiment profondément, si on a intégré le fait que la perception que l'on a du monde, c'est une perception qui n'est que de l'interprétativité, qui n'est qu'une reconstruction de la réalité. Puisque ce que je décode, ce sont des informations électriques et que mon câblage, il est unique. C'est-à-dire que mon cerveau, personne n'en a eu le même avant et plus personne n'en aura le même une fois que j'aurai disparu. Et c'est vrai pour chacun de nous. Mais Issam me dit, si on prend le temps de comprendre tout le monde, aurait-on suffisamment de temps pour travailler? Alors là, c'est quand on est,
Alors, c'est quand on a besoin de comprendre. Après, vous avez, selon les niveaux dans lequel vous évoluez, vous avez besoin de personnes qui vont exécuter des ordres, vous avez des gens qui vont exécuter des procédures, qui vont faire des produits, qui vont faire de la comptabilité, qui vont faire des services informatiques. Voilà, et puis, à des moments, il y aura besoin pour faire de la prospective, pour définir une politique à moyen terme ou à long terme, pour avoir une vision de l'entreprise, pour être agile, quoi, pour réagir, il va falloir avoir des idées rapidement pour s'adapter. Carrément. Et là, effectivement, à ce moment-là, parce que bien sûr qu'on ne peut pas comprendre. Enfin, oui, après, on peut faire Mère Teresa et vouloir comprendre tout le monde, si je caricature. Mais effectivement, il y a des moments où c'est pertinent d'avoir. Enfin, il y a des moments où, quand on réfléchit sur l'avenir d'une entreprise, il faut qu'à un moment donné, on puisse être sûr de ne pas louper des informations, quoi. D'autres réflexions, Leïla? Ouais. C'est bon. Donc là, on a vu donc la priorité, je répète, faire des économies d'énergie, les 3 propriétés du cerveau. Il y en a plus que ça, hein, mais moi, j'ai fait un tri. Ce que ça implique au niveau voilà, de comment on peut le schématiser. Et donc, la question qui reste maintenant, c'est, maintenant, imaginons qu'on ait ces 4, voilà, c'est que pour que le cerveau accepte de passer de ça à ça, eh bien, il va falloir des éléments, des ingrédients. Et ça, c'est le deuxième point dont je parlais. Parce que, si vous voulez, moins vous êtes câblé. Alors, on n'est pas... Il y a un peu des cerveaux vides des fois, mais globalement, on a des champs de prédilection où on va être très câblé, puis d'autres où on est moins câblé. Et moins on est câblé dans un domaine, plus on a de stéréotypies. Parce que pour réfléchir, si vous avez 3 voies, ce n'est pas la même chose que si vous en avez 100 000. Si vous en avez que 3, vous allez toujours prendre les mêmes solutions. Et à force de prendre les mêmes solutions, vous allez creuser des ornières dans votre cerveau. C'est-à-dire que, alors je l'image, mais c'est une réalité physico-chimique, c'est-à-dire que plus une connexion va être stimulée, plus elle va devenir stimulable. On appelle ça la facilitation synaptique. C'est-à-dire qu'au moins il faudra d'énergie pour déclencher le comportement. Donc, moins vous avez une palette de comportements, plus vous avez une palette réduite, plus vous utilisez le même type de comportement, plus vous renforcez la stéréotypie. Mais c'est physique, ça, c'est physico-chimique. Plus vous avez une palette étendue, plus vous avez un câblage dense, plus vous avez de possibilités, moins vous allez creuser d'ornières, moins vous allez avoir des autoroutes sur desquelles vous aurez du mal à sortir. Donc ça, c'est important à comprendre, que moins une personne a de compétences dans un domaine, plus ça va être difficile de la faire bouger. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Hein, c'est comme si vous vous déplacez dans la forêt, dans une forêt amazonienne où il y a une seule route, tout le monde va passer par là, quoi, parce que passer par ailleurs, c'est inenvisageable. Donc, pour accepter de passer de la gauche vers la droite, là, en fonction de mes câblages, eh bien, en fait, il va y avoir, c'est quoi? Déjà, le prérequis, alors c'est peut-être une lapalissade, hein, ce que je dis, mais c'est déjà, il faut décider. Je décide de faire ou pas? Déjà, est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que j'ai envie de devenir agile? Parce qu'on demande aux gens de devenir agile, mais il y a des gens, ils n'ont pas envie de devenir agiles. Ils sont bien comme ils sont. Donc, et je vous rappelle que la priorité du cerveau, c'est de faire des économies d'énergie. Donc, si je compare, je décide de faire ou pas, avec une balance, hein, comme j'ai mis là, tant que le poids économie d'énergie va supplanter tous les autres plans, la personne, vous ne la ferez pas bouger d'un iota. Ça veut dire qu'il va falloir rajouter en face des poids
pour que le plateau change de… Voilà, la balance change d'inclinaison et que la personne déjà décide tout simplement de faire, déjà, avant d'apprendre, hein, mais que déjà, elle ait l'impulsion, OK, je décide de le faire. Et ces poids, en termes neurobiologiques, ils sont au nombre de 3. Alors, c'est un certain point de vue, hein, ce n'est pas la science absolue, hein, il y a plein d'autres façons. Mais là, je vous présente un aspect déclenchement du comportement d'un point de vue neurobiologique. Quels sont-ils, ces poids? Et bien sûr, alors, de manière très schématique, hein, le premier poids, c'est pourquoi. Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois le sens, l'utilité? Pourquoi je dois dépenser de l'énergie pour changer quelque chose qui fonctionne très bien en mode automatique et pour lequel je n'ai aucune dépense d'énergie à faire? Donc, évidemment, tant qu'il n'y a pas le pourquoi, tant qu'il n'y a pas le sens, ça ne fonctionne pas. Après, une fois que j'ai le sens, si je comprends pourquoi, il va y avoir aussi que font les autres. Et puis, le troisième poids, c'est est-ce que je me sens capable de faire? Et si vous voulez, il n'y a pas de règle quant à la grosseur de ces poids. Je vous donne un exemple concret. Vous allez partir, vos amis vous proposent de partir en randonnée. Donc, le pourquoi, ben, c'est passer un moment agréable ensemble et tout ça, et vous avez très envie d'y aller. Que font les autres? Ben, tous mes copains y vont. Donc déjà, vous avez le poids 1 et 2 qui sont présents dans la balance d'à côté. Et puis, troisièmement, quelque part, au fond de vous, vous ne vous sentez pas capable de faire cette randonnée parce que les autres sont meilleurs que vous, ils vont aller beaucoup plus vite. Et donc, le poids numéro 3, il va passer dans l'autre plateau. Et vous n'allez pas y aller. Ou alors, vous n'avez pas trop le sens. Par exemple, je discutais avec un pilote d'avion qui était… ah pardon, je ne vous ai pas mis excusez-moi, je ne vous ai pas mis les 3 poids. Je discutais avec un pilote d'avion amateur et donc pour décoller et atterrir avec un avion, il faut lire des procédures, faire des checklists. Et, en fait, je lui ai expliqué le sens en conférence sur le pourquoi, le besoin des procédures à certains moments par rapport à la mémoire, etc. Et donc, il est venu me voir enfin, il me dit: «Ah ben, en fait, j'ai enfin compris pourquoi je faisais ça depuis toujours». Et donc là, c'est intéressant parce qu'on voyait que la personne, elle ne savait pas pourquoi elle faisait ça. Mais comme tout le monde le faisait et qu'elle était capable de le faire parce qu'on avait appris à le faire, eh ben, elle le faisait. C'est-à-dire que le poids 2 et 3 suffisait à faire basculer la balance. Et pour chaque individu, pour chaque action, pour chaque agilité, eh ben, ces poids vont jouer de manière différenciée. Voilà un petit peu sur ce que je pouvais vous dire sur voilà, les neurosciences pouvaient, un des aspects, tout petits aspects, pouvaient apporter sur l'agilité. Donc, Leïla, il nous reste quelques minutes. Ouais. Vraiment, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur des aspects que j'ai traités peut-être un peu rapidement, ou si vous voulez vous donner des exemples, donner des compléments d'information, vraiment, voilà, je vous invite à le faire maintenant. Ouais, et moi, j'avais juste une question après, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions sur cette notion qu'on a que tout le monde appelle résistance au changement, qui, pour moi, voilà, on résiste parce qu'il y a une raison, une bonne raison. Donc, c'est facile de se cacher tout le temps derrière hein, sur la résistance au changement. Pour moi, voilà, ça veut dire tout simplement, ou bien que, comme vous dites, on n'a pas donné le sens nécessaire pour pouvoir contrebalancer les effets, ou peut-être qu'on n'a pas donné l'exemple. Est-ce que les autres y vont ou n'y vont pas? Et voilà, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement comment fonctionne le cerveau par rapport à cette notion de résistance au changement? Ben, c'est ça, hein. C'est toujours, en tout cas de mon point de vue, c'est qu'en 2021, au XXIe siècle, notre cerveau, il est le même que l'homme de Cro-Magnon, hein, il faut le savoir ça. C'est que depuis 40 000 ans, notre cerveau n'a pas changé. 40 000 ans, dans l'échelle de l'évolution, c'est quelques secondes, hein. Donc, vous prenez un enfant qui vient au monde il y a 38 000 ans, vous le mettez au XXIe siècle, il est comme vos enfants, comme vous et moi. Donc, les priorités qui existaient, qui ont permis la survie de l'espèce et la sélection de l'espèce, qui existaient il y a 35 000 ans, sont les mêmes au XXIe siècle.
même si le monde de l'environnement a changé. Donc, les priorités sont les mêmes. Donc, notre priorité, c'est être en sécurité, faire des économies d'énergie, etc. Si la personne, elle n'a pas quelque chose qui s'est rajouté de culturel, ou l'envie, l'appétence pour la nouveauté, le plaisir que je vais y retrouver, où il y a des boucles de récompenses qui ont été acquises parce que faire de la nouveauté, ça me procure aussi de la récompense. Si cette personne n'a pas appris ça et que la situation lui convient, elle n'a absolument aucune raison de changer. Ok. C'est changer soi déjà, se changer quand on a, quand les poids sont OK. Une fois que je décide de faire, après, il va falloir mettre en œuvre. Il va falloir y aller, il va falloir câbler. C'est-à-dire que votre cerveau, il va falloir le modifier. Et alors, quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais chaque fois que vous intégrez une nouvelle donnée, il faut qu'elle soit compatible avec l'ensemble de vos données. Si on fait un parallèle, si vous avez une bibliothèque avec 1 milliard de livres, quand vous posez un nouveau livre dans votre bibliothèque, vous pouvez le poser n'importe où, à côté de n'importe quel livre, il ne va pas y avoir de crise de la bibliothèque. Donc, vous pouvez avoir un livre qui dit blanc et un livre à côté qui dit noir, et la bibliothèque n'aura aucun état d'âme. Nous, tout notre savoir est en réseau. Chaque information qui pénètre dans notre cerveau va devoir être compatible avec l'intégralité de ce qui existe. C'est-à-dire que chaque souvenir qui rentre, chaque nouvelle information qui rentre est susceptible de modifier l'intégralité de notre stock. Mais modifier des 10 puissance 20 connexions, c'est l'œuvre d'une vie. Imaginez qu'on vous convainc de quelque chose qui va à l'encontre de toutes vos croyances. Ben, la solution la plus simple quand même, ça sera à un moment donné d'oublier ce qu'on vous a dit ou de dire que c'est faux, même si on vous prouve par A plus B que c'est vrai. Parce que le travail que cela va induire de bouleversement de la personnalité, mais ça va être un bouleversement neurologique, il va falloir tout reconsidérer. Ça veut dire que c'est un remaniement total de l'intégralité de votre cerveau. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de le faire, hein. Et plus ce qu'on vous apporte de l'extérieur va à l'encontre de ça, si vous avez vraiment des modes de pensée très, très rigides, parce qu'ils ont été ultra renforcés, parce qu'ils ont été opérants à un moment donné, ben, même si l'environnement change, pour changer ses patterns internes, il va falloir décider de le faire et mettre en action, vraiment, c'est une remise en question vraiment profonde. Ce n'est pas de la psychologie, enfin, c'est de la psychologie aussi, mais c'est aussi de la physique, quoi. Donc, c'est normal que ce soit difficile. J'ai une Et question. Pardon. j'avais tendance on en a un petit peu discuté, là en amont, Ouais. quand on s'était discuté, et les entreprises, enfin, après, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'agilité, hein, mais j'aurais tendance à penser, mais peut-être que je me trompe, hein, mais que les entreprises agiles le sont parce qu'elles ont recruté des gens qui étaient agiles. Ouais. Et c'est Alors, vrai que celles qui ont un ADN agile, c'est beaucoup plus dès le départ, ils se sont construits sur cette agilité, c'est beaucoup plus simple. Et bon, il y a plein de coachs aujourd'hui présents pour ce meet-up. Effectivement, c'est très compliqué de changer des entreprises qui avaient des modèles mentaux complètement différents. Voilà, ou bien c'est les managers, ou bien c'est les collaborateurs, mais il y a vraiment cette résistance-là, parce que je pense que quand ils sont rentrés dans l'entreprise, ils sont rentrés avec des codes bien clairs et on leur demande de les changer maintenant, en peu de temps aussi, puisque l'objectif est de faire des transformations assez rapidement. Et comme vous le dites, ce n'est pas possible pour le cerveau de l'accepter et d'y aller. voilà. Alors moi, je suis très caricaturale, hein, là, on a 1 heure, bon, les choses ne sont pas blanches-noires comme ça. On sait aussi que justement, sur le sens,
puisqu'on va attaquer un chantier qui peut être important pour l'individu qui va le vivre, en fait, il va y avoir le changement, parce que de toute façon, la vie est faite de changements, hein. La seule chose qui ne change pas dans l'univers, c'est le changement. Voilà. Il n'y a que ça qui ne change pas. C'est que tout change. Toute la matière, tout évolue. Et donc, c'est comment on accompagne cette phase de transition. Comment on prend en compte ce qu'est l'autre, comment on respecte ce qu'est l'autre et comment on l'accompagne pour qu'il mette petit à petit ces poids-là sur le plateau de la balance. Alors, par exemple, c'est Renée Cossette, donc c'est une femme, hein, c'est une Canadienne, une psychologue, qui a travaillé sur la masse critique. Il faut combien de pourcentage de gens qui aient changé dans une entreprise pour que tout le monde change? Absolument. On y travaille aussi sur l'accompagnement au changement pour Voilà. faire basculer. Ouais. Voilà. Et ce qu'elle dit, elle, et moi je trouve que c'est une super nouvelle, c'est que c'est 40%. On pourrait intuitivement penser qu'il faut qu'il y ait une masse critique qui dépasse la moitié. En fait, non. Donc, il faut repérer les 40% potentiels qui vont être le plus à même de faire cette transition. Enfin, je vous dis ça comme ça, c'est pas ce que je dis, mais spontanément, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Donc, il y a Tadel qui nous dit, est-ce que ça veut dire qu'il y a des clients irrécupérables ou en tout cas des entreprises irrécupérables? Non, parce que moi, j'ai une foi inconditionnelle en l'humanité, capacité du cerveau de s'adapter. Mais ça veut dire que cette phase de transition, quelqu'un qui va arriver, qui va être agile, s'il ne comprend pas le fonctionnement neurobiologique d'un individu, il va se taper la tête contre les murs, quoi. C'est-à-dire que cette phase de transition, il va falloir prendre le temps, quoi. Prendre le temps, exactement. Prendre le temps. Et convaincre, apporter, faire du participatif avec tout ce que vous connaissez mieux que moi, quoi, hein. Donc, il y a Eric qui nous dit, est-ce que certains types MBTI pourraient être plus adaptés pour l'agilité? Alors, je ne connais pas bien ça. Alors, je connais, mais pas Ouais. suffisamment pour vous redonner une réponse éclairée. Scientifique. Voilà, c'est ça. Ok, donc j'ai une autre question. Alors, il y a Chris qui voudrait revenir sur les codes communs, référentiels communs nécessaires pour se comprendre. Oui, oui. Alors, les référentiels communs, ça va être dans une entreprise, ça va être toute la culture, les valeurs de l'entreprise, la culture entreprise, le vocabulaire utilisé. Voilà, c'est vraiment oui, les valeurs, enfin, d'abord les valeurs, et après tout le vocabulaire qui va avec, qui accompagne tout l'historique de la société. Alors après, quand on est dans des entreprises un peu plus techniques, ça va être des fois quand vous arrivez dans des entreprises, que vous entendez des gens parler, vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Vous avez l'impression qu'ils parlent une langue étrangère, parce que vous n'avez pas le référentiel, vous n'avez pas les codes communs. Parce qu'ils vont parler tous en trigramme ou avec du franglais, et quand vous arrivez, vous êtes complètement perdu. Donc, il vous manque le code pour pouvoir faire partie. Donc, le référentiel, c'est à la fois du référentiel de valeur, mais à la fois du référentiel réel, un manque de connaissance des us et coutumes de l'entreprise. Voilà, je pense qu'on a... bonjour, donc il y a une question. Je vais... si... Ça va vite, hein. Si le 1 et 3 sont remplis, alors sans le 2, cela marche quand même? Eh bien, si le 1 et le 3 font le poids, oui. Oui, c'est une question de poids, C'est effectivement. une question de poids. C'est-à-dire que si votre poids, là, s'il n'y a pas le poids 2, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup de sens et que vous vous sentez, mais vraiment, voilà, la personne désignée pour le faire, ça va marcher. Alors, j'ai une remarque de Tadja. C'est très intéressant, probablement une feinte de mon cerveau, mais l'heure est passée beaucoup trop vite. Merci pour cette excellente conférence. Et c'est vrai, l'heure est passée. Pareil, je ne l'ai pas vu passer. Alors, j'ai écrit un article cet été sur le paradoxe du temps perçu. Pourquoi des fois le temps il passe vite et des fois il passe. Alors, Exactement. Ça a été publié c'est un ouvrage collectif. Je vous ferai passer la référence si ça intéresse certains, ou même l'article si vous voulez. Voilà, sur tout ce paradoxe, et il y a des explications neurobiologiques bien précises par rapport à ça. Donc, si le temps il est passé vite, c'est que vous avez pris plaisir à ça. Mais par contre, vous en garderez un souvenir longtemps. J'en suis certaine. Et voilà, je recommande vivement votre livre, hein, que j'ai lu d'une traite.
j'ai beaucoup apprécié à la fois les exemples, les exercices que vous mettez, donc qu'on peut même par la suite éventuellement utiliser dans l'accompagnement des équipes, etc., parce que c'est très, très concret. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à le lire, parce que franchement, c'est très intéressant. N'hésitez pas à en faire là. Voilà. Leïla, tu veux Oui. bien toucher 2 mots à propos de la conférence? Pardon? Tu veux bien parler un peu de la conférence qui vient de 17 et 18 juin? Oui, bah vas-y alors. Ah, vas-y, je te laisse l'honneur de le faire. Vas-y. Faire la publicité, c'est pas trop mon truc, mais bon, je vais le faire. Donc, on a une conférence Business Agility les 17 et 18 juin prochain, où on va avoir effectivement des exécutifs, des thought leaders, donc qui viennent de partout dans le monde, ainsi que des practitioners. Donc, on en a pas mal ici parmi nous qui sont présents. Et l'objectif, c'est vraiment de parler de Business Agility et de prendre du plaisir aussi à parler de ces thématiques-là, parce que ça va nous apporter énormément. Donc, il y a un site, Business Agility Conférence Paris. Donc, n'hésitez pas à y aller et à vous inscrire si ça vous intéresse. Donc, on va passer 2 jours phénoménaux, parce qu'on va avoir vraiment des thought leaders. Ahmed Sidki, pour ceux qui le connaissent, donc, qui a créé IC Agile, donc Docteur Agile. Il va y avoir Sally Elata et plein d'autres. Hein. Donc, je nomme que… Donc là, vous avez le 1, le 2 et le 3 qui font le poids. Hein. Merci Jean-Yves. Donc Jean-Yves fait partie aussi du comité Business Agility Institute. Et voilà, on pousse vraiment pour que cette discipline soit connue, puisque notre objectif, c'est vraiment de créer au niveau des entreprises des environnements safe et des environnements où tout le monde prend… Je ne parle même pas de joie de vivre ou de bonheur, on parle vraiment de plaisir à venir travailler. Alors, des environnements safe, elle veut dire des environnements… Oui, pas safe, oui, sécurisant. Oui, absolument. Il faut que j'arrête d'utiliser ce mot. C'est le référentiel, là. Voilà, on est absolument. Dans le non, je ne parle pas du tout de méthode, je parle vraiment des environnements où les gens se sentent en sécurité et viennent travailler avec plaisir, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont tous un objectif commun, quelles que soient les erreurs commises, parce qu'on ne le fait pas exprès. Mais l'objectif, c'est vraiment de construire ensemble quelque chose. Et il ne s'agit pas d'une allergie de safe. Non, pas du tout. C'est vrai que je suis pas moi, je suis pour toutes les méthodes. Mon objectif, c'est vraiment d'utiliser ce qui paraît pertinent en fonction du contexte, en fonction des individus, de l'organisation. Et ça change d'une organisation, d'une équipe à une autre. Safe, il y a plein de pratiques comme le PI planning que j'utilise, mais c'est vrai que je ne vais pas utiliser le framework de bout en bout. Oui, il y a de bons ingrédients comme dans tous les frameworks. Exactement. On pourra discuter, avoir ce débat-là durant la conférence. Ouais. Non, mais je rejoins un peu ce qu'a dit Isabelle. Mon objectif, c'est vraiment de changer, justement, et de continuer à apprendre. Et les équipes aussi, je les pousse à ça, parce qu'il y a tellement de frameworks, tellement de nouvelles façons de travailler qu'il ne faut pas s'arrêter à une méthode, quoi. Bravo, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Isabelle, ce fut un vrai plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion, de toute façon on s'appelle plus tard, mais vraiment qu'on aura l'occasion de vous écouter à nouveau. D'accord, merci. Voilà. Merci à tous pour votre participation, c'était agréable de pouvoir échanger même en digital. Voilà, merci à tous et excellente soirée à tout le monde. Excellente soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir Karim, au revoir Johanna.